Dans ma stéréo, un podcast présenté par l'Alter Ego. C'est les vacances et l'occasion pour moi de revenir sur les albums, EP, singles qui ont marqué ces derniers mois bien agités entre confinement, masque obligatoire, vlog d'août, vacances à Marseille et couvre-feu. C'est une sélection complètement subjective basée sur mes préférences musicales que vous découvrirez tout au long de ce podcast. Je suis sûrement passée à côté de pépites et mon excuse d'avance. Allez, c'est parti pour cet unique numéro de Dans ma stéréo. Commençons par l'album que j'ai le plus attendu et pour lequel j'ai été le plus excitée, le 6e album de mon groupe favori, The Strokes. Pour celles qui ne les connaissent pas, The Strokes est un groupe new-yorkais qui, en 2001, a apporté un nouveau souffle au rock avec leur premier album acclamé par la critique, Is This It? Ce premier album est né de diverses influences, Television, Lou Reed, The Velvet Underground, pour ne citer que. C'est un son garage, la voix du chanteur Julian Casablancas est voilée, les instruments prennent le dessus. Depuis, les 5 garçons sortaient des albums en ayant l'impression de ne jamais atteindre le même niveau que leur début. Mais parlons de ce nouvel opus sorti le 10 avril dernier et intitulé The New Abnormal. Un titre mystérieux qui fait référence à l'époque étrange dans laquelle nous vivons, des désastres écologiques qui semblent être devenus la nouvelle norme. En guise de pochette, une peinture chaotique de Basquiat assombrit encore plus le tableau. Seulement 9 tracks sont sur cet album, court mais suffisant. Un opus qui peut décevoir certains fans de la première heure, qui attendent depuis Room on Fire un retour au son brut du groupe que j'évoquais précédemment. Pour moi, cet album signe une sorte de renaissance de The Strokes. Une autre manière de s'inventer musicalement, mêlant le son de leur début, les riffs de guitare reconnaissables entre mille, et un futur. Au dévoilement du premier single de l'album, At the Door, j'étais à la fois excitée et perplexe. Bien que j'adore ce single, rythmé par un synthétiseur et la voix de Casablancas, celui-ci m'évoquait plus le projet parallèle du chanteur avec The Voids et dont les touches étaient déjà présentes dans l'EP précédent de The Strokes, Future, Present, Past. Je ne souhaitais pas que The Strokes deviennent The Voids. Et puis, Bad Decision est sorti. Un son New Wave à la New Order, un riff de guitare appelant Cérémonie ouvre le titre. Et au moment du refrain, une explosion d'éléments stroxiens. Les guitares, la voix, la batterie, on y est. On remarquera lors de ce passage une référence claire à Billy Idol. Un dernier single, Brooklyn Bridge, est sorti avant le dévoilement de l'album. L'album s'annonce pop, groovy, 80s et définitivement mélancolique. Je pourrais encore parler longtemps de cet album, mais ce podcast n'est pas que dédié aux Strokes. Sur cet opus, vous pouvez retrouver dans le désordre des sonorités pop, des samples de musique 80s, Billy Idol, The Psychedelic Fur, les high notes de Julian Casablancas au top de sa forme, un discours anti-système, un hommage à New York et un retour nostalgique sur le parcours des 5 garçons, et un mythique Drums Plays Fab, qui nous transporte au milieu de ces titres hyper produits par Rick Rubin, en plein studio, au cœur de la conception de cet album. Avant de passer au second opus de cette revue, je vous partage mon titre favori de The New Abnormal, Eternal Summer. Le second album choisi a reçu de la part du Pitchfork Magazine la très prestigieuse note de 10 sur 10. Premier 10 accordé depuis 10 ans par le magazine. Pour votre culture, le dernier en date est l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Et maintenant, c'est Fiona Apple. Alors, Fiona Apple est une figure particulière de la scène américaine indépendante. Il suffit de jeter un œil à sa page Wikipédia. Elle est végétarienne, engagée, anti-célébrité. C'est ce qu'on peut voir. Elle a sorti son premier album en 1986 et connaît le succès avec le titre Criminal. Voilà pour la petite contextualisation. Le titre de son nouvel album, sorti le 1er avril, Fetch the Bolt Cutters, fait référence à une scène du film The Fall. Gillian Anderson, dans le rôle d'une enquêtrice sur les crimes sexuels, prononce cette phrase après avoir trouvé une porte verrouillée menant à une pièce où une fille a été torturée. L'album de Fiona Apple est indescriptiblement engagé. Sans détour, elle dénonce le patriarcat, le rôle dans lequel les femmes sont enfermées, appelle à la sororité, elle parle aussi du viol et de son viol. Son discours envers les hommes est tranchant, sans conciliation.
Alors quand j'ai écouté Fetch the Ball Cutters, c'était la première fois que j'entendais Fiona Apple. Je ne connaissais rien à son univers et j'étais happée par celui-ci. Il sonnait comme quelque chose de tout à fait nouveau à mes oreilles. Fiona Apple a enregistré Fetch the Ball Cutters dans et avec sa maison de Venice Beach, en tapant sur ses murs, en piétinant son sol, rapporte le Pitchfork. La puissance, la brutalité, c'est ce qu'on ressent dès le titre d'ouverture I Want You to Love Me. Du piano ? Qu'il est rare d'écouter du piano qui a pour rôle la mélodie, la rythmique dans un titre indé. Et puis la voix rock de Fiona Apple qui nous dit « Je veux que tu m'aimes longuement ». Au milieu du morceau, Fiona nous conte une histoire rhythm and blues. On est aux origines de la musique américaine, lors d'une soirée à la Nouvelle-Orléans. Le titre donne la tonalité de l'album. C'est dans For Her que l'artiste évoque le viol. Elle l'a dédié à une femme dont les conversations l'ont inspirée. Cette femme était stagiaire dans une société de production de films. Elle fait partie des femmes qui ne savaient pas trop ce qu'elles avaient vécu, à cause de la relation qu'elles entretenaient avec l'homme qui les avait violées et du contexte. Il était défoncé et ne devait sûrement pas savoir ce qu'il faisait. C'est en discutant avec Fiona qu'elle a réalisé que ce qu'elle avait vécu était bien un viol. Et puis, à un moment, dans le morceau, c'est le témoignage d'Apple qui prend le dessus. You raped me in the same bed your daughter was born in. Tu m'as violée dans le même lit où ta fille est née. Fiona cède des voix d'autres femmes pour dire à voix haute « Tu m'as violée ». Replacer des vérités et donner à d'autres la possibilité de témoigner sans honte. Cette chanson est enregistrée comme une comptine que l'on chante en frappant les mains de notre camarade de jeu. Sur cette phrase choc, Fiona double, triple, quintuple sa voix, de sorte qu'elle soit accompagnée par une assemblée de femmes par leur force. Il y a tant à dire sur cet album, tant à dire car il raconte l'expérience de femmes dans un monde patriarcal. Et je peux vous l'assurer, c'est beaucoup. Parlons ensuite d'un début d'album, c'est-à-dire d'un premier album. Rina Sawayama, 30 ans, a sorti Sawayama le 17 avril. L'artiste britanno-japonaise fait cohabiter dans cet album éponyme Evanescence et Britney Spears. Elle fait revivre les sonorités des années 2000 autant dans la pop, le R&B que dans le rock metal. Les années 2000 ne sont pas les seules à être invoquées. Les années 80s se mêlent aux harmonies de ce début de siècle. Ainsi, d'un titre à l'autre, on peut aussi bien hocher frénétiquement la tête comme sur n'importe quel morceau de métal, que se déhancher sur le dance floor, et parfois les deux à la fois. Et puis se ressent aussi l'influence de la culture japonaise sur l'artiste. Dans une interview accordée à Heidi en 2017, Rina Sawayama se confie sur la double culture et notamment son enfance. Née à Niigata, au Japon, Rina Sawayama déménage à ses 5 ans à Londres, où sa famille a décidé de s'installer et y habite depuis. Rina explique qu'enfant, elle a essayé d'effacer, comme beaucoup d'enfants d'immigrés, sa culture maternelle. Sa mère avait l'habitude de lui préparer un repas emporté, typiquement japonais, pour l'école, et elle se sentait embarrassée au milieu de ses camarades qui, eux, avaient des sandwichs au jambon, des chips, bref, tous les snacks qu'on peut retrouver outre-Manche. À l'époque, elle voulait être blanche, britannique. En évoluant dans le mannequinat, elle se confronte à la fétichisation et à la stéréotypation, si ce mot existe, de la culture japonaise. Distillée dans la mélodie à travers des références aux jeux d'arcade japonais ou à la pop japonaise, la double culture de l'artiste est omniprésente dans ses textes. Dans STFU, TFU, Rina Sawayama extériorise sa colère envers les microagressions racistes qu'elle vit au quotidien en tant que jeune femme japonaise. L'artiste exprime aussi les conflits qui peuvent exister lorsqu'on grandit entre deux cultures. Dans Akasaka Sad, par exemple, elle exprime sa difficulté à se sentir chez elle à Tokyo et comment cette sensation l'attriste. Dans Tokyo Love Hotel, Rina a la sensation de faire partie de la société japonaise et souhaite embrasser cette culture, mais le fait d'avoir grandi au Royaume-Uni l'en empêche. Elle se sent à la fois dans et en dehors du Japon. À côté, Rina Sawayama dénonce le système capitaliste que les marques, les célébrités entretiennent dans XS, aborde le sujet de la confiance en soi et de sa perception selon le genre dans Comme des garçons, rend hommage à la communauté LGBTQ+, dans Chosen Family. Finalement, dans cet album, Rina Sawayama nous conte son histoire, son passage à l'âge adulte. Dans ce premier album, elle explore ses peurs et ses traumatismes pour en faire de l'art. Un album cathartique. Une catharsis qui a été peut-être de courte durée pour la jeune femme, car quelques mois après la sortie de son premier album, Rina Sawayama se confronte une nouvelle fois à la question identitaire. Elle a récemment annoncé que son album ne pouvait pas participer au concours de musique britannique, les Brit Awards ou Mercury Prize,
en raison du fait que le Japon n'autorise pas la double nationalité. Une nouvelle qui a été un crève-cœur pour Ina. Après avoir questionné son identité japonaise, voilà qu'on lui annonce qu'elle n'est pas vraiment britannique. Je ne sais pas trop comment finir positivement sur cet album, qui a été acclamé par les critiques, si ce n'est que je vous conseille, à la fin de ce podcast, d'aller groover sur le titre Comme des garçons. Parlons maintenant du jeune groupe londonien Sorry et de leur excellent premier album 925, sorti en mars dernier. Alors pourquoi 925 ? 925 fait référence au pourcentage de métal précieux qu'il y a dans la livre sterling. 92,5%. Asha et Louis sont deux meilleurs amis d'enfance. Ils ont créé Fish lorsqu'ils fréquentaient la même école privée dans le centre de Londres. Fish devient Sorry. Pourquoi Sorry ? Parce que... Which band are you gonna see? Sorry. Sorry what? Who are you going to see? Quel groupe vas-tu voir? Pardon? Pardon quoi? Quel groupe vas-tu voir? Anecdote explicative vécue et racontée par le groupe lors de notre interview par email et ponctuée par If you don't laugh at life, life will laugh at you. Si tu ne ris pas à la vie rira de toi. En 2016, le binôme s'agrandit avec l'arrivée de Campbell et Lincoln, respectivement bassistes et batteurs. Lors de leurs concerts, ils sont aussi rejoints par Marco, du label indépendant Slow Dance Records, qui apporte des sonorités électro à l'ensemble rock de leur live. Pour vous donner une idée de l'univers de Sorry, sans extraits musicaux, je vais reprendre la remarque d'un des journalistes du magazine Magic Revue Pop Moderne, qui relevait que la musique du groupe aurait pu être la parfaite BO de la série Skins. Alors je suis en train de regarder Skins, et cette réflexion fait complètement sens. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le show suit les années lycée d'adolescents britanniques en quête de repères. Tout comme la série, la chanteuse Asha parle dans ses textes d'amour, de mort, de rêve, de la brièveté du moment, de sorties nocturnes, de drogue, de dépression et d'anxiété. L'univers de Sorry, lyriquement ou musicalement, est sombre. Il déterre nos peurs et les enveloppe. Sur quelques titres, le groupe invoque des références passées. Dans Right Round the Clock, Asha, de sa voix éraillée, attaque le refrain en citant le célèbre tube Mad World de Tears for Fears. I'm feeling kinda crazy, I'm feeling kinda mad. The dreams in which we're famous are the best I've ever had. Je me sens un peu fou, je me sens un peu fou de rage. Les rêves dans lesquels nous sommes connus sont les meilleurs que j'ai jamais eus. Une toute autre référence apparaît dans As the Sunset. Au milieu d'une ambiance lourde et un texte mélancolique, la chanteuse évoque sarcastiquement le monde merveilleux de Louis Armstrong. What a wonderful world. Quel monde merveilleux. Si vous voulez être submergé par différentes émotions, l'envie de retrouver les concerts, la mélancolie, la joie, l'amour, la sensation de liberté, comme sur Hot to the Boys, foncez écouter cet album. J'arrive enfin au dernier album de cette longue liste. Il s'agit du second album très attendu du groupe irlandais Fountain DC. On reste dans le rock, dans la mélancolie. Je pense que vous commencez à dresser mon portrait. C'est seulement 18 mois après la sortie de leur premier album Dogrel, acclamé lui aussi par la critique, que les 5 garçons ont sorti A Hero's Death. Le 31 juillet, jour de mon anniversaire, c'est important. J'attendais beaucoup de cet album car l'année passée, j'avais prévu de les voir en concert et ces concerts ont été par la suite annulés. La rumeur courait à l'époque qu'ils annulaient leur date de tournée pour travailler sur ce dernier opus. Si dans Dogrel, Fountain DC dressait le portrait de Dublin, cette fois dans A Hero's Death, le groupe élargit leur champ des possibles. De titre en titre, on évolue dans un univers post-punk, mêlant constamment sentiment de tristesse et de liberté infinie. Le groupe n'a rien perdu de sa fougue. Les mélodies semblent d'une simplicité déconcertante. Un seul riff en boucle suffit. Pourtant, on en devine toute la complexité. On enchaîne tantôt les morceaux rageurs et saccadés, tantôt les ballades plus tranquilles qui viennent directement toucher notre nous intérieur. Le chanteur, Grian Chatten, a baigné depuis l'enfance dans la poésie. C'est d'ailleurs cet intérêt commun qui a rapproché les 5 membres. Chatten déclame ces mots et les répète comme s'il voulait qu'on s'en imprègne, qu'ils tournent dans nos esprits. Is it real for you? Est-ce que c'est trop réel pour toi? Ici de Dogrel devient It's a television mind. Pardon pour mon accent, très compliqué à prononcer. C'est un esprit télévisé. L'album s'ouvre avec le titre I Don't Belong, un titre anti-Big, comme ils l'appellent. Big est le titre d'ouverture de leur album Dogrel, dans lequel Grian Chatten pose le décor de la ville humide de Dublin. I Don't Belong est à la fois lourd, mélancolique et libérateur.
Les Irlandais souhaitaient décrire la solitude et ses différentes facettes. Le sentiment de n'appartenir à personne, à rien, peut aussi bien être synonyme d'affranchissement que de solitude et de tristesse. Le groupe explore les thèmes de la société des écrans, des pubs, de l'objectivation des humains. Ils parlent aussi d'eux-mêmes, comment ils ont vécu le succès rapide à la suite de la sortie de leur premier album. Sur A Lucid Dream, Grian parle de ce rêve éveillé que les garçons vivaient, mais aussi de cette impression de ne plus être vraiment soi, de n'être perçu que comme le frontman de Fontaine D.C. Bref, je n'ai qu'un seul conseil, jetez-vous sur cette pépite de fureur brute. Personnellement, je n'attends qu'une chose, me déhancher en concert sur Living in America, un titre où les guitares sont pesantes, étouffantes, mais terriblement entraînantes. Et puis à la fin du morceau, la tempête se lève, on perçoit les rayons du soleil traverser cette couche nuageuse. Grian s'époumonne, un dernier Living in America. Enfin, je citerai rapidement 3 EP qui ont marqué cette année tumultueuse. Commençons avec Katy J. Person, cette Britannique merveilleuse à chemin entre Kate Bush et Fleetwood Mac, que vous connaissez sans doute grâce à TikTok. Cette jeune femme a rendu mes douches beaucoup moins moroses. Elle n'a pas vraiment sorti un EP, mais plus des titres par-ci par-là. L'esthétique de Katy J. Person est définitivement vintage, 70s, un look bohème country. Des influences qu'on retrouve dans ses compositions. Elle modernise cette pop propre à cette époque, guitare acoustique, convocation de violon, de cuivre, tout y est. D'une musique à l'autre, on passe d'une ballade à des tubes indie. De sa voix aiguë, fluette, elle nous appelle à danser, à courir dans les champs, à pleurer de joie. Les mots me manquent pour décrire sa musique. Son premier album est prévu pour le 13 novembre et j'espère que vous deviendrez tout aussi excités que moi pour sa sortie. Bon, je n'ai pas parlé de groupe français jusque-là, mais j'y arrive enfin. J'espère ne pas vous avoir trop irrité à être hyper centré sur la scène anglo-saxonne. Mais bon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Le duo franco-américain For Real, formé par les frères Elliot et Virgil Arndt, ont sorti leur premier EP For Real. Pour les auditeurs fans de l'hurluberlu australien Kirinji Kalinan, vous les avez peut-être vus lors de sa première partie. Une première partie étrange, remplie de danses psychédéliques, aka danse artée, de sueur, de communion avec le public. Face à un tel spectacle, on pense presque assister à une performance d'art contemporain. Les deux frères se revendiquent du faux réalisme et proposent une musique mêlant indie pop psyché et disco. Tantôt les mélodies sont aériennes à la Conan Mocassin, je ne sais pas comment ça se prononce, tantôt elles sont groovy et pressantes. Esthétiquement, les garçons se placent dans la ligne de Bowie, Lou Reed, Mick Jagger ou Iggy Pop. Ils jouent avec leur androgynie, suggèrent une sexualité fantasmée et déconstruisent ou reconstruisent un genre. Le tout sans se moquer. Si vous voulez trouver une nouvelle danse TikTok pour faire fureur sur les réseaux, je vous conseille de reproduire la chorégraphie déjantée que les deux frères proposent sur le titre Boss Sweet. Je conclus cette très longue chronique par l'EP Smash Hits Vol 1 de l'artiste originaire de Bristol, Lynx Africa. J'ai découvert Lynx pendant le confinement lors d'un live Instagram diffusé par le magazine DIY. Travesti, cagoulé, l'artiste nous offrait sur fond vert une performance de drague, trash et punk. Et elle balançait sa chevelure au rythme de beats électro et kitsch. À l'écoute de cette EP, je ne peux que penser à l'univers dance floor de la culture queer. Des rythmiques entêtantes et entraînantes, nous incitant à danser jusqu'à très tôt le matin. Sur ces rythmes électro-acid house, Lynx nous déclame des textes humoristiques, décalés, se moquant autant des hétérosexuels que des livres de développement personnel. Et elle exploite nos angoisses, notre quotidien. Mention spéciale à la reprise du titre Pedestrian at Best de la musicienne rock Courtney Barnett, qui ne figure malheureusement pas sur cette EP, mais qui mérite largement d'être diffusée dans tous les clubs de l'univers. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Juliette Soudarin pour Alter Ego. Ce jingle a été réalisé par Jonathan Boy.